Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Nous recevrons dans un instant Marie-Monique Robin. Elle est journaliste, enquêtrice, réalisatrice. Vous vous souvenez certainement du Monde selon Monsanto. Elle a également signé ce documentaire, le Roundup face à ses juges. Et cette fois-ci, elle s'est intéressée aux pandémies, la fabrique des pandémies. C'est un document assez passionnant, exceptionnel, porté par Juliette Binoche. On en parlera avec elle dans un instant. La question du jour. La question du jour, Valérie, c'était l'événement d'hier. C'est le Festival de Cannes qui a démarré. On s'est posé la question, est-ce que vous êtes sensible au Festival de Cannes? Est-ce que c'est un événement qui vous intéresse? Parce que France Télévisions va être aux couleurs du Festival de Cannes. Oui, c'est France Télévisions qui a récupéré la diffusion de Canal+. Hier, ça a plutôt bien marché. 1,8 million de téléspectateurs pour c'était la cérémonie d'ouverture. Je vous en parlais dans mon zapping. 1,8 million, c'est pas terrible. Vous plaisantez ou quoi? C'est pas mal pour une cérémonie d'ouverture. C'est mieux que ce que ça faisait sur Canal+. Vous pouvez pas comparer Canal+ et France Télévisions. C'est vrai. 1,8 million, c'est pas bien par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Par rapport à Nagui fait en moyenne 3 millions de... oui. Donc voilà, ça n'a pas bien marché. Mais vous n'aimez pas le Festival de Cannes, Valérie? Je pense que ça n'intéresse pas le grand public. Donc c'est pour ça qu'on vous a posé cette question. Il y a un côté très entre-soi quand même. Nous, on en reparlera tout à l'heure. Eh bien, nos auditeurs, Valérie, sont d'accord avec vous à 95%. Ils nous disent non, mais des votes... non, il y a beaucoup de votes. J'allais dire les votes viennent de démarrer, mais il y a beaucoup de votes. Et oui, à 5%. Vous n'aimez pas le glamour. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je trouve que c'est plus très glamour, justement. Eh bien, on va partir au zapping et je vais vous en parler. Le zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Il a démarré donc ce plus glamour des festivals, le Festival de Cannes. Alors la cérémonie d'ouverture balayait les apparitions de Forest Whitaker, le texte engagé de Vincent Lindon. Non, la star incontestable portait pas de smoking et même pas de chemise, affublée de son célèbre t-shirt vert. C'est le président Volodymyr Zelensky qui s'est invité sur le grand écran du Palais des Festivals. Pendant 6 ans, le cinéma s'est battu pour la liberté, mais aussi, malheureusement, en faveur des dictateurs. Maintenant, en revenant à ce cinéma, nous pouvons voir comment la liberté avançait vers la victoire et comment elle a, en fin de compte, n'a pas permis aux dictateurs de s'emparer des cœurs des hommes. Alors c'est une apparition qui a choqué le directeur de la rédaction du Figaro, Guillaume Roquette, qui a poussé un vrai coup de gueule sur LCI sur l'apparition de Volodymyr Zelensky au Festival de Cannes. Quand Zelensky, qui est vraiment un héros de notre temps, parle devant l'Assemblée nationale, devant la Chambre des communes, là même où les parlementaires britanniques se sont dressés contre Hitler. Là, je trouve que ça a une force symbolique très forte. Devant les artistes en smoking du Festival de Cannes, il me semble qu'on est dans une forme de confusion. Je trouve que il y a une espèce de mélange des genres qui, moi, me met mal à l'aise. Et ce que je crains, c'est que la parole de Zelensky, qui est si forte par ce qu'il incarne, elle se banalise. Vous voyez, la guerre, c'est pas du cinéma. La guerre, c'est pas du cinéma. Ouais. C'était un coup de gueule assez fort. Et ce matin, Kikali a dit j'attends sa prochaine intervention à Roland-Garros au moment de la finale. Voilà, Stéphane nous dit punaise, il va bientôt être à la foire à la saucisse. Ouais, c'est un peu ça quand même. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que le cinéma doit s'engager politiquement? Oui, le Festival de Cannes est éminemment politique, mais est-ce que c'était la place de Zelensky? On en parlera tout à l'heure. Alors, qui aura la palme du meilleur pronostic après qui sera le Premier ministre? Voici la suite du film, Valérie. Qui seront ministres? Qui seront ministres du gouvernement, à un montage et un florilège du réalisateur quotidien. Il sera dans le nouveau gouvernement. Et la machine à rumeurs est relancée pour un tour. Au ministère de la Santé, Olivier Véran est partant? Peut-être. Blanquer est sortant? Blanquer va sortir? Blanquer ne sera pas ministre de l'Éducation, il l'a dit lui-même. On sait que Bruno Le Maire aimerait bien prendre la place de Jean-Michel Blanquer à l'éducation. C'est dur de le faire sortir du gouvernement, Bruno Le Maire. Éric Woerth, quid d'Éric Woerth par exemple, parce qu'on le retrouvera dans un ministère. Quid des gens du Sud? Il y en a trois gros dans le Sud qui ont rejoint. Ah oui. Vous avez des pronostics, vous? Non, c'est lamentable. J'ai commencé à recevoir des listes démenties aussitôt. Enfin, c'est un petit jeu. Elle vous a pas vu, Elisabeth Borne? Non, j'ai pas reçu. Mon téléphone est allumé, mais non. Moment d'émotion hier. Pour la première fois, Nathalie Marquet-Pernot parlait à la télévision française. Elle était chez TMP, chez Cyril Hanouna. TMP. Hein?
TPMP. J'ai dit TPMP. Non, Ne me cherchez pas, hein. TPMP. Et elle s'est confiée et a évoqué les signes de l'au-delà que lui envoie Jean-Pierre Pernaut. La dernière fois, un truc bête, je lui parle, je lui dis bon, j'espère que je serai à la hauteur pour les études des enfants. Bon, je lui dis comme ça coûte cher et tout, mais bon, on y arrivera et tout, il n'y a pas de souci et tout. Et puis je vais dans ma cuisine. Et puis j'entends dans la voix, va dans la bibliothèque, va dans la bibliothèque. Je dis mais qu'est-ce que je dis? Alors moi je dis mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Qui me parle? Enfin, c'est un truc qui me dit pourquoi aller dans la bibliothèque. Donc je dis bon, je vais dans la bibliothèque et je prends un livre. Il y a une grande bibliothèque. Hein. Je choisis un livre. Il y avait 500 € en liquide dedans. Un truc de dingue. Et oui, truc de Ça dingue. va pas suffire à payer les études. Hein. Oh, comme vous êtes, vous êtes. En tout cas, 500 € qui ont échappé au fisc, voilà aussi. Absolument. Bon, voilà, on peut continuer là-dessus. Je ne sais pas si elle va ouvrir tous les livres pour voir si. Il y a Cyril Hanouna qui a dit moi j'ai que 2 livres, je n'aurai que 1000 € dans ma bibliothèque. Voilà. Bon. Moment de solitude hier pour Vincent Delerme. Je reviens à Cannes, donc il a tenté de faire reprendre Que je t'aime par la salle du Palais du Festival. C'était vachement bien. Oh, c'était vachement bien. Ah, mais je sais que vous aimez beaucoup Vincent Delerme. Mais j'ai trouvé qu'il avait réussi justement à faire. Ils n'ont pas chanté, vraiment. Mais bien sûr qu'ils ont chanté. Oui, en tout cas, heureusement que Virginie Efira est venue à son secours. En tout cas, il les avait briefés avant. Oui, mais c'est sa manière de faire. Donc, ce qui serait magique, ce serait vraiment que dès le premier refrain, boum, tout le monde soit là, ne serait-ce que pour impressionner Forest Whitaker, enfin, même pour l'image de la France à l'étranger. Allow me a little translation. The chorus for this song is Que je t'aime, like that. And you repeat it 6 times. Yes, I know. But you will see 6 times, it's okay. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui gagne et qui la perd. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Là, vous ne me le coupez pas. D'habitude, vous me coupez la musique au bout de 5 secondes. J'aime bien et j'ai trouvé qu'au contraire, Vincent Delerme avait réussi à embarquer. Vous l'avez vu ou pas la séquence? Oui, j'ai vu la séquence. Et alors, vous trouvez, les gens ont chanté, les gens ont ri et c'est la magie de Vincent Delerme. Voilà. Non, je trouvais que c'était très bien. Non, c'est vrai. Non, mais on va regarder la séquence ensemble. Votre commentaire est biaisé, Gilles. Bon. Totalement biaisé. Il a fait chanter la salle. Vous n'avez pas vu? Si, il a fait chanter la salle. Pourquoi vous dites mais parce qu'il y avait quand même beaucoup d'étrangers. C'était pas si simple que ça, quand même. Justement, bravo à Vincent Delerme. Allez, tout de suite, Marie-Monique Robin. Bonjour Marie-Monique Robin. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes journaliste, vous êtes réalisatrice. On vous doit un certain nombre de documentaires, de documents qui ont fait bouger les choses, en particulier en ce qui concerne Monsanto. Vous avez, alors c'était Le Monde selon Monsanto, le Roundup face à ses juges. Et là, vous revenez avec La Fabrique des pandémies. C'est un livre, c'est une enquête dans laquelle vous avez interviewé une soixantaine de scientifiques. Vous en avez tiré un documentaire et c'est un documentaire qui sera diffusé ce soir dimanche soir sur Ushuaïa TV. Il est diffusé également dans un certain nombre de cinémas et donc ce documentaire s'intéresse à ces pandémies. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de pandémie? On n'en parlait pas il y a finalement assez peu de temps. Racontez-nous un peu la genèse, revenir sur votre livre et votre enquête avant de parler du documentaire. Alors en fait, c'était en janvier 2020, c'était avant le confinement. J'avais lu un article dans le New York Times qui disait « We made the pandemic », c'est nous qui avons fait la pandémie, nous c'est les humains évidemment. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que ce confrère américain dit ça? J'ai commencé à regarder et j'ai découvert véritablement, parce que pourtant c'est des questions que je suis de très près, la santé et l'environnement, qu'il y avait des dizaines de scientifiques qui depuis, on va dire 30 ans, tirent la sonnette d'alarme en disant attention, si nous continuons à détruire les écosystèmes, et notamment les forêts primaires en zone tropicale, nous allons entrer dans ce qu'ils appellent une ère d'épidémie, de pandémie. Et c'est vrai que la liste est très longue, parce que nous, on parle beaucoup évidemment de la Covid-19, mais avant, c'est récemment, de nombreuses maladies infectieuses émergentes parce qu'elles n'existaient pas avant, donc comme Ebola en Afrique, le sida,
Le sida est une maladie émergente zoonotique d'origine animale. Hein, on n'y pense pas, mais c'est la même chose. Hein. Mais aussi le Zika, le chikungunya, le Nipah, le MERS, le virus du Nil occidental. Enfin, la liste est très très longue. Et ce que montrent ces scientifiques partout sur tous les continents, et moi pour mon livre j'en ai interviewé 62, c'est que effectivement ce sont les activités humaines, notamment dans les zones tropicales, où il y a une grande biodiversité, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'animaux sauvages, et bien c'est en détruisant ces forêts par exemple que nous faisons émerger ces virus. Et c'est très bien démontré, c'est pas... Il y a des études qui le montrent, qui montrent aussi comment finalement la biodiversité, quand elle n'est pas endommagée, protège, réduit le risque infectieux. Et ça, c'est tout à fait nouveau et c'est assez fascinant. Oui, alors déforestation, élevage intensif, globalisation, c'est ce qui sont les trois principales causes quand on regarde votre documentaire de la naissance de ces pandémies, enfin des conséquences. Oui, tout à fait. Alors, je donne souvent, si vous me permettez, un exemple, qui est le virus Nipah, parce que ça résume exactement ce que vous venez de dire. C'est 3 facteurs récurrents qu'on retrouve systématiquement dans l'émergence de ces maladies. Donc, ça se passe à la fin des années 1990. On est en train de déforester sur l'île de Bornéo pour implémenter des palmiers à huile. Et les chauves-souris qui vivent dans cette île doivent s'enfuir parce qu'on détruit leur habitat. Alors au passage, on découvre que ces chauves-souris sont des animaux absolument extraordinaires, hein, dans tous les sens du terme. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, mais il faut regarder le document parce qu'on apprend des choses incroyables dans votre documentaire. Vraiment, alors, ces animaux, bref, elles s'enfuient, elles stressent. Et comme elles ont la caractéristique de pouvoir héberger plein de virus sans tomber malade, si vous voulez, c'est comme des porteurs sains, hein, en raison de leur évolution. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Mais quand elles sont obligées de s'enfuir, elles stressent. Vous avez vu, on voit dans un laboratoire à Atlanta, aux États-Unis, que quand elles stressent, elles se mettent à excréter ces virus dont elles sont porteuses. Elles sont immunodéprimées, en fait, voilà. Et par les excréments, les urines. Alors, elles peuvent contaminer, par exemple, des fruits qui sont là, et puis ils vont être mangés par des singes, et les humains vont manger les singes, et voilà comment on se retrouve avec Ebola, par exemple. En tout cas, dans mon histoire, elles crèvent la dalle. Elles se rabattent sur les côtes de Malaisie où on a planté des monocultures de manguiers. Comme elles sont frugivores, elles mangent des fruits, elles mangent les mangues. Les manguiers sont au-dessus de fermes porcines industrielles. C'est incroyable. C'est incroyable l'histoire parce que voilà. Alors elles mangent les mangues parce qu'elles ont faim. Les mangues tombent, les cochons à leur tour mangent les mangues et du coup tombent malades, meurent. Ils contaminent les ouvriers agricoles des fermes porcines, parce qu'en fait, on découvre aussi que, vous voyez, un virus qui vient d'une chauve-souris, il ne saute pas directement à l'homme. Il n'est pas dangereux pour les humains. Il faut qu'il y ait un animal intermédiaire qui va servir de pont, qui va permettre au virus de s'adapter et ensuite d'infecter les humains. Et le cochon, c'est un très bon client, parce qu'on a 95% de nos gènes en commun. Bref, les ouvriers agricoles meurent, les cochons qui sont destinés à l'exportation, parce qu'en Malaisie, c'est un pays musulman, on ne mange pas de cochon, donc ils partent pour Singapour, et voilà comment le virus prend le bateau, et on est en face d'une épidémie. Voilà, donc vous voyez, déforestation, élevage intensif, globalisation, et ça, on retrouve ça dans toutes les maladies que je présente, notamment dans le film, et c'est impressionnant. C'est très très impressionnant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le film n'est pas du tout anxiogène, on apprend plutôt plein de choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment scientifique. Et il y a 14 scientifiques, hein, vous en avez retenu 14 sur les 62. Ensuite, Juliette Binoche, mais quand même, moi j'ai un sentiment en le regardant à la fin de me dire... On est quand même plutôt pessimiste pour l'avenir, parce que les hommes n'ont pas vraiment envie de changer leur façon de faire, et la déforestation, c'est un peu... on est d'un optimisme désespéré. Oui, alors, moi je suis contente que vous disiez ça, parce que effectivement, bon, d'abord mon propos, moi, c'était de faire en sorte que cette parole des scientifiques qu'on n'écoute pas, hein, parce que ce sont des scientifiques, on les appelle les écologues de la santé, hein, ils sont virologues, ils sont infectiologues, mais ils ont cette vision un peu globale, hein, de se dire, essayons de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire pas que le virus... Vous voyez, le virus, après il faut trouver un vaccin, on va flinguer le virus, tout ça. Non, qu'est-ce qui fait qu'un virus de chauve-souris qui est là depuis la nuit des temps, qui n'a jamais emmerdé personne, excusez-moi l'expression, d'un seul coup devient un danger. Il y a des trucs qui se passent, quoi. Voilà. Et eux, ils essaient de comprendre ces facteurs-là. Alors d'abord, déjà, moi, je voulais rendre cette parole accessible, d'où l'idée de Juliette Binoche pour... Je pense que la question, elle était un petit peu induite. Hein. Bon, nous, on s'est rencontrés par hasard. Oui, comment ça s'est passé? C'est la question, parce qu'elle est vraiment très impliquée. Elle porte le film avec vous. C'est le fil rouge. Oui, c'est le fil rouge. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'elle a accepté? C'est vous qui en avez eu l'idée de le lui proposer?
Non, en fait, c'est vraiment un hasard. J'étais en train d'écrire mon livre, qui est un livre de confinement. J'ai d'abord fait le livre parce que c'était le confinement, hein, et le film est venu après. Et mon synopsis était terminé. Et Juliette m'appelle pour me demander de faire partie d'un jury du Festival de l'environnement de Porquerolles en août donc 2020. Elle me dit, j'adore vos films. C'était très flatté, évidemment. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Bah Moi, oui. j'adore ces films. Voilà, bon, bref. Ouais. Et je voudrais que vous soyez membre du jury parce que, voilà, ça serait important. Et j'accepte, j'y vais. Donc, je vais à Porquerolles. Il y a des endroits pires, hein, évidemment, dans la vie que Porquerolles. C'était super. Et il y avait Charles Berling, enfin, dans le jury, etc. Et on sympathise avec Juliette. Je découvre une femme qui est très sensibilisée aux questions de l'environnement, d'abord. Ouais. Et elle me dit, ouais, c'est super ce que tu fais là. Est-ce que je pourrais pas participer? Alors, moi, je lui propose d'être marraine parce que pour monter ce film, vous avez vu, j'ai plein de partenaires, 32 partenaires. C'est un gros budget. On a 2 caméramans, un droniste exceptionnel. Enfin, on voulait mettre le paquet pour bien filmer cette biodiversité, la rendre belle. Voilà. Alors, je lui dis, tu pourrais être marraine. Et puis, j'avais fait un financement participatif. Non, je voulais être dans le film. Donc, fil en aiguille, je me suis dit, c'était un peu un pari difficile parce que Juliette est très prise. Donc, il fallait arriver à faire coïncider son agenda avec notre agenda de tournage. Quand même, il y a 8 pays en tout. Hein. Bref. Et mon idée, c'était, comme Juliette assume le fait qu'elle n'y connaît rien en sciences, comme beaucoup des gens qui nous écoutent, hein, d'ailleurs, ça peut faire peur. Ouais. Vous dites un film sur la science, ouais, je pars en courant parce que je vais rien comprendre. C'est très accessible. Hein. Je fais une parenthèse pour nos auditeurs. C'est vraiment très clair et très facile à comprendre. C'est une démonstration in vivo, hein, vous faites. Voilà, et donc ça. voilà. Et c'est grâce à Juliette, je la remercie parce que elle s'est vachement impliquée. Elle a lu le bouquin en long, en large, à travers, même dans les avions, elle avait tout stabiloté. Vous voyez. Moi, j'écrivais des questions, évidemment, parce que je voulais que la démonstration scientifique, que je connaissais bien, parce que j'avais écrit mon livre, reste inattaquable sur le fond. Ouais. Mais elle fait ses pas de côté, elle apporte sa sensibilité, parce que vous voyez, par rapport à ce que vous disiez, c'est un très beau film. On est dans des endroits extraordinaires, on les a bien filmés. Et la sensibilité de Juliette, moi, je me souviens quand on est dans la mangrove, vous savez, au Mexique. C'était magnifique. Et ben, elle le dit, elle est au bord des larmes parce qu'elle est très émue et je suis contente parce que les gens sont émus avec elle. Les gens, ils s'identifient à elle, et y compris dans les questions qu'elle pose, parce qu'en fait, comme les scientifiques savent qu'elle n'y connaît rien, eh bien, ça les contraint aussi à faire un énorme effort de pédagogie. Vous voyez, c'était ça un peu le pari. Et je suis contente parce que ça marche. Juliette, c'est pas une potiche dans le film. Non, elle est engagée et on voit qu'elle, effectivement, elle fait passer une émotion et son étonnement d'ailleurs de découvrir un certain nombre de choses. Gilles. Je reviens à ma question. Alors Gilles, par rapport à votre question, les gouvernements ne veulent rien faire concrètement. C'est pas leur priorité. Alors, par rapport à votre question, il y avait deux parties dans votre question. Moi, je pense que, vous voyez, mon livre, j'ai reçu, il a très bien marché, il est sorti en poche et tout ça. Et j'ai eu plein de courriers des gens qui me disaient, maintenant, je le vois aussi dans les salles, je viens de faire 21 avant-premières, l'UNESCO, la première, il y avait 1300 personnes, puis depuis, je suis partout en France. Les gens me disent merci. Ils me disent merci parce qu'ils disent, vous savez que ce qu'on a vécu depuis 2 ans, le virus, le vaccin, oui, non, le masque, on comprend rien, en fait. Les gens sont totalement perdu, hein, il y a de quoi, hein, parce qu'on ne comprend rien. Et cette parole des scientifiques, très claire, remet du sens, vous voyez, remet de la cohérence. Et les gens, ça leur fait du bien de se dire, le truc qui nous est tombé dessus il y a 2 ans, c'est pas une fatalité, d'accord ? Et donc, du coup, par rapport à ce que vous disiez, c'est aussi un film optimiste dans la mesure où, si les causes sont identifiées, on peut agir, vous voyez ? Alors après, la question, c'est comment on agit. Comment on agit, c'est ça, c'est comment nous, au quotidien, en voyant le film, on comprend bien que la viande, manger de la viande, ça va pas dans le bon sens. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais pour ceux qui nous écoutent, ceux qui vont regarder le film, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau ? Parce qu'on voit bien que ça se passe loin de chez nous. Les politiques, ça se passe loin de chez nous. Du profit. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Alors nous, déjà, ce qu'on peut faire, nous, vous l'avez dit, manger moins de viande, c'est évident. Mais et si on en mange, c'est mon cas. J'en mange très peu. Je mange que de la viande locale et bio. Pourquoi je dis ça ? Parce que si elle n'est pas locale et bio, elle est nourrie avec du soja qui vient d'Amérique latine. Et moi, je l'ai filmé ça dans des films précédents. Quand on mange du cochon pas bio, voilà, je vais faire un peu court, eh bien, c'est qu'il a été nourri avec du soja et pour ça, on a déforesté en Amazonie, par exemple. Et donc, ça contribue au dérèglement climatique, ça contribue à la destruction de la biodiversité, évidemment, à l'émergence de maladies infectieuses. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Ça permet de faire vivre des agriculteurs là-bas qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais non, c'est faux. C'est faux, Gilles. Moi, je suis allé là-bas, il n'y a aucun agriculteur qui produit les monocultures de soja. Ce sont des poules de semences, on appelle ça, portées par des capitaux internationaux. Il faut une personne pour 500 hectares. Ça fout dehors. Non seulement ça détruit les forêts et les écosystèmes, mais ça fait partir les petits paysans qui sont obligés de lâcher leurs petits lopins de terre pour faire d'énormes monocultures
où ils ne sont pas du tout impliqués. Donc c'est faux. C'est même pas bon pour les agriculteurs. Non, mais ça, je connais le sujet. C'est faux. Ça ne fait pas vivre de petits agriculteurs du tout. Ce sont de grands producteurs qui font... mais vraiment, des exportateurs, ceux qui font ça de façon industrielle. Totalement. Et moi, j'ai filmé ça. Il y a un type qui est payé, un pauvre bouc qui est payé à la journée pour passer le Roundup dans les champs. Vous voyez, un autre qui est payé pour... Et ça fait vivre personne, vous voyez. Et voilà. Donc, non. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Déjà, soit, alors évidemment, il y a l'huile de palme aussi, c'est un vrai problème l'huile de palme, parce que pourquoi on déforeste dans ces forêts? Bien sûr. Bon, pour ces monocultures de soja, mais aussi des palmiers à huile, hein, on s'en sert pour faire du biocarburant, on les met dans le diesel par exemple, ou pour l'agro-industrie. Il y a aussi l'élevage évidemment, hein, ouais, et puis tout ce qui est exploitation des mines, etc. Alors par rapport à votre question, Gilles, ce qui est dit dans le film, c'est que si on veut se sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer, je ne veux pas faire peur, mais c'est quand même... Oui. Moi, je voyage depuis longtemps. Hein. Franchement, le dérèglement climatique, je le vois à l'œuvre partout. Vous avez vu dans le film, je suis allée à Madagascar. Je voulais éviter les cyclones. Il y a eu 2 cyclones. On s'est dit, bon, c'est bon, on y va. Eh ben non, 3e cyclone. Et je veux dire, pour les gens, c'est terrible, quoi. Des cyclones de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, etc. Mais j'ai vu, j'étais au Kenya. La sécheresse, en ce moment, là-bas, est terrible. Au pied du Kilimandjaro, avec les Maasai. C'est magnifique, les images. Mais c'est terrible. En Inde et au Pakistan, 50 degrés en ce moment. Voilà, merci de le rappeler. Oui. Donc voilà, le climat, mais aussi cette biodiversité, elle est en grand danger. Et ce qu'on comprend dans le film, c'est que cette biodiversité, vous voyez, je dis souvent avec un petit peu d'autodérision, c'est pas uniquement un supplément d'âme pour bobo écolo à vélo comme moi. Voilà, c'est bien plus que ça. C'est notre maison commune. On dépend de la biodiversité pour vivre. Et si on la détruit, nous détruisons les conditions de la vie. Vous voyez, parce qu'on voit qu'en France aussi, il y a un certain nombre d'insectes. On parle des abeilles. Il y a beaucoup de. Il y a les oiseaux. Il y a aussi une catastrophe qui est en marche en France. Hein. Ah bien sûr, 80% des insectes sont en cours de disparition en ce moment en Europe. 30% des oiseaux, 60% des vertébrés. Donc on peut continuer la liste est longue. Et qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est pas des vertébrés, on n'est pas des mammifères. Donc on ne peut pas concevoir que cette destruction de la biodiversité va nous épargner. Donc, ce que dit le film, c'est qu'il faut une vision globale. Il faut une vision globale. Il faut qu'on arrive, alors on appelle ça One Health, une seule santé. Enfin, voilà, en tout cas, une vision globale qui fasse que on comprenne que ces causes de la biodiversité, du climat et de la santé globale, la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains, tout est lié. Et que si on prend des bonnes mesures, elles seront bonnes. Vous voyez, on fera d'une pierre 3 coups. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera bon pour le climat, ça sera bon pour la biodiversité, ça sera bon pour la santé. Donc il faut qu'on y arrive. Et moi j'espère que ce film, il est soutenu par plein de partenaires prestigieux, hein, n'est-ce pas? Le Muséum, l'UNESCO, tous les organismes de recherche français, des associations, des citoyens. Et il va circuler beaucoup. Il va permettre de prendre conscience de ça. Donc on peut le voir au cinéma. Sur Ushuaïa TV, il y a un auditeur qui dit mais Ushuaïa TV, tout le monde n'y a pas accès, il faut avoir un forfait. Si, en fait, il faut aller sur le site de Ushuaïa TV, parce que contrairement à ce qu'on pense, tout le monde peut l'avoir. Il faut avoir le bon canal. D'accord. Il fait partie tout le monde de peut le voir. Mais c'est vrai que bravo à Ushuaïa TV en tout cas de le diffuser. C'est vrai que ça aurait pu être le service public aussi. C'était typiquement. Alors il va passer ensuite le lendemain sur France TV à partir du 23 sur France TV Outre-mer dans un premier temps, avec leur plateforme accessible à tout le monde. Donc c'est pareil. Allez voir, hein. Ça sera. Ushuaïa, c'est pareil, une fois que vous l'avez trouvé, ils vont le passer et rediffuser. Oui, ce sera sur le replay de TF1. Voilà. Et donc, enfin, ce qu'on voudrait, nous aussi, et j'ai commencé déjà dans le sud, d'ailleurs, je suis allée à Marseille, à Montpellier, à Toulouse, je suis allée à Montsartou, je suis allée à Céré, j'ai fait des avant-premières la semaine dernière, c'est que partout les gens se mobilisent, aillent voir leur salle des fêtes, leur salle de cinéma, et disent, voilà, nous on veut passer ce film, on veut échanger, on veut comprendre ensemble pourquoi il faut protéger la biodiversité. Voilà. Absolument. Merci beaucoup Marie-Monique Robin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc à ne pas manquer sur Ushuaïa TV dimanche à 20h45, la fabrique des pandémies avec Juliette Binoche et ses scientifiques qui sont tout à fait passionnants et inquiétants sur l'état de notre planète et sur les risques de ces pandémies qui vont, à les en croire, être de plus en plus nombreux. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.